Prospérité mais pas liberté, c'est possible ça? Prospérité, liberté, les droits de l'homme, ce sont quoi, se développer ensemble. Parce que dans notre comment dire, esprit, ouais, nous appliquons une modernisation chinoise qui consiste à équilibrer la civilisation matérielle et la civilisation spirituelle. Si on est dans le moule, monsieur l'ambassadeur, mais si on ne l'est pas, les Ouïghours qui sont dans ces camps de rééducation, ça a été en partie admis par le régime, l'ONU, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui parle de graves violations des droits de l'homme, qui parle de crimes internationaux qui peuvent s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Ce sont leurs rapports. Le rapport dit que l'ampleur des détentions arbitraires à l'encontre des Ouïghours et d'autres personnes pouvait constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. Donc, vous aimez bien les bobards et vous croyez bien aux mensonges émis par certains piètres chercheurs occidentaux qui disent toujours des mensonges. Ce ne sont pas des chercheurs lambda, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui, en général, vous est assez favorable. Ces experts du Conseil des droits de l'homme n'ont pas de mandat de faire ce rapport. Ils n'ont pas de mandat, ils ne sont pas mandatés. Donc, il n'existe pas de camp d'éducation au Xinjiang pour les Ouïghours. Maintenant, vous savez que c'est contesté. Enquête du Monde extrêmement fouillée sur le sujet qui parle même de violation des droits humains pour les Ouïghours, encore pire que sous l'ère Mao et Staline. Alors maintenant, il y a beaucoup d'étrangers de divers millions, de divers domaines, visitent la Chine. Mais vous citez seulement quelques des rapports de quelques soi-disant chercheurs anti-chinois. On va recevoir dans quelques instants Hélène Carrère-Dancos, grande spécialiste de l'histoire de la Russie. Il y a eu, entre l'histoire de la Chine et l'histoire de la Russie, vous le rappeliez, ne confondons pas les deux pays, ce moment évidemment de 1989. En Russie, c'était Gorbatchev, la chute déjà d'abord du mur de Berlin, bientôt de l'Union soviétique. Chez vous, à Pékin, c'était Tiananmen, l'homme seul devant les chats. Est-ce que c'était la grande bifurcation? Est-ce qu'il est vrai qu'alors, beaucoup de dirigeants chinois ont dit « nous n'accepterons pas ce que Gorbatchev a laissé faire en Russie ». Oui, il n'y a pas d'image. Elle arrive. Toujours cette image-là, cette vidéo-là. C'est ridicule, vous savez. N'est-ce pas? Il faut le voir du début à la fin. Comment ça se fait? Qu'est-il arrivé à cet homme? Je ne sais pas. C'est un homme très ordinaire. Alors, il est plus courageux, pardon. Il est plus courageux qu'un homme ordinaire. Hein? Si je peux me permettre, je pense qu'il est plus courageux qu'un homme ordinaire. Vous pensez que ça, c'est le courage. Mais est-ce que, qu'en pensez-vous, le soldat chinois? Ils sont bienveillants. N'est-ce pas? C'est pas l'image de la bienveillance même quand on avance devant les manifestants. Continuez à voir cette vidéo. Combien de morts vous avez causé? Vous avez écrasé cette révolte dans le sang. Ça, c'est un fait objectif. Vous ne pouvez pas dire que c'est des bobards aussi. C'est pas la question que l'on doit discuter aujourd'hui. Oui. Je peux prévoir que vous allez encore citer quelques chiffres. Oui. Comment dire, très épouvantables. Mais c'est pas vrai. Éminence, si on refait l'historique au fond, est-ce qu'on est au stade où, selon vous, il y a un déclin de l'Occident? Dans toutes vos réponses sur les droits humains, on sent bien que vous considérez que l'Occident n'a plus à vous donner de leçons. Si l'Occident se décline ou pas, cela dépend de vous. Cela ne dépend pas de comment les Chinois pensent. Et vous pensez, vous, que nous sommes en déclin? Vous pensez que nous sommes en déclin? Mais vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde occidental, surtout aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est une ascension? Au moins, c'est pas une ascension, n'est-ce pas? Ça vous fait plaisir? Je suis sans froid. Je garde sang-froid.
Il y a une compétition avec les États-Unis. Tôt ou tard, une économie passera devant. Pour l'instant, ce sont les Américains. Ça peut être vous, demain, après-demain. J'espère qu'il y aura une compétition pacifique entre la Chine et les États-Unis et entre tous les pays du monde. La guerre, est-ce que c'est une hypothèse présente à votre esprit? Vous dites, j'espère, mais dans l'histoire, quand deux grands empires étaient en compétition, vous savez comme moi, ça a très souvent été tranché par une guerre. Au moins, la Chine ne souhaite pas avoir une guerre. Un dernier mot sur l'histoire, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes le 21 avril. Vous savez ce que c'est pour les... Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour les Chinois. Pour les Occidentaux, c'est l'anniversaire de Rome. Et moi, je me rappelle mes cours de latin où nous enseigniez 8e siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas plus ancien ou presque. Là. Et vous dites, la Chine, non, c'est 5000 ans. C'est encore plus ancien? Oui. La Chine a une histoire de civilisation de 100 000 ans. Ouais. C'est présent, ça, à votre esprit, dans le rapport de force, où beaucoup d'Occidentaux estimaient que notre civilisation était plus grande, et vous considérez que la vôtre, en tout cas, est plus ancienne? Cela signifie que les Chinois ont l'habitude de voir la situation d'une longue vue, d'une vision de longueur, de long terme. Nous a rejoint Hélène Carrère-D'Ancos. Bonsoir Hélène Carrère-D'Ancos. Alors vous êtes... Attendez, monsieur l'ambassadeur, elle va vous parler. C'est pas fini, la torture n'est pas finie. Hélène Carrère-D'Ancos, vous avez tellement travaillé sur l'histoire de la Russie, mais aussi, vous en parlez très bien, les rapports de la Russie et de la Chine. Quand vous entendez cette puissance chinoise qui s'affirme de cette manière, quelle réflexion ça appelle en vous? Je pense que c'est le cours normal de l'histoire. Il y a des périodes dans l'histoire. La Chine a connu une période au XIXe siècle, et même au XXe, où elle n'a pas été très heureuse, où nous n'avons pas reconnu ses mérites. C'est le temps de la Chine, et c'est tout à fait logique. C'est ça l'histoire. Ça veut dire que la Chine... C'est une immense civilisation qui revient au premier plan, et je dois dire que je trouve que c'est naturel. Les historiens sont extrêmement intéressés par les sites historiques. Oui. Et je voudrais saluer tout de même le français admirable de monsieur l'ambassadeur de Chine, si vous me permettez. Un mot, si vous permettez, avant que vous nous quittiez, parce qu'on a eu votre avis à ce sujet, on aimerait le vôtre, sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Elles ont tellement marqué de retour de Chine quand il a eu des propos assez critiques sur les États-Unis. On va les rappeler ici, où pour une partie des Occidentaux, c'est une grave erreur, et une autre revendiquant notamment le général de Gaulle, disant « ben non, c'est comme ça, il ne faut pas être entièrement sur la ligne américaine. La pire des choses, disait-il, serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain, à une surréaction chinoise. Le paradoxe serait que nous nous mettions à suivre la politique américaine par une sorte de réflexe de panique, disait le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on ne fait pas assez attention aux propos du président de la République ou qu'on les décrypte trop vite. En fait, il a une pensée très normale. Il pense exactement ce que dit dans un livre remarquable l'ambassadeur Gourdeau-Montagne. Les autres ne pensent pas comme nous. Nous sommes absolument stupéfaits de découvrir la pensée des autres. Eh bien, la Chine est en train de nous montrer qu'on ne peut pas imposer sa pensée aux autres. Le dialogue, c'est cela. Et les relations internationales normales, je dirais, c'est un dialogue. Oui. Un dialogue d'ego. Oui, c'est ça. EGAUX. Louchaï, merci beaucoup d'avoir été notre invité, monsieur l'ambassadeur, ce soir. Et nous poursuivons avec vous, Hélène Carrère-D'Ancos. On voyait, restons un instant là-dessus, ce déplacement d'Emmanuel Macron en Chine, ce rapport entre les deux puissances. Est-ce que c'est encore un rapport équilibré quand on rappelle les chiffres? 1,4 milliard, une dictature qui tient de manière extrêmement dure sa propre population, et la France qui aujourd'hui est une partie de l'Europe. Non, ce n'est pas un rapport équilibré, en fait. Ce ne sont pas deux pays de même dimension, mais la France a un rôle international à jouer. Je pense que le président de la République tient à l'assumer. Et moi, je suis toujours frappée par la vitesse avec laquelle on interprète ce qu'il dit. Au fond, il essaye de traduire. Alors peut-être parfois n'est-il pas assez explicite, mais au fond, ce qu'il traduit, c'est une pensée. Nous existons, nous savons que le monde s'est déplacé en Asie, c'est ça sa pensée. Et nous estimons que la France a un rôle à jouer. La France est un pays du Pacifique, et par conséquent, elle est aussi. C'est le seul pays européen qui soit là. Et par conséquent, je trouve que le président de la République joue son rôle.
Ces images, elles ont été souvent interprétées comme plutôt défavorables aux États-Unis, parce qu'évidemment, eux sont dans une compétition très directe avec la Chine. Est-ce qu'ils sont aussi défavorables d'une autre manière à la Russie, qui est en réalité le parent pauvre de la Chine? Alors ça, c'est un autre problème, si vous voulez. Il y a un rapport entre la Russie et la Chine qui est un rapport extrêmement intéressant. Je dirais que c'est un vieux rapport historique, mais le rapport je dirais, qui éclate sous nos yeux aujourd'hui, il s'est noué très tôt après la fin de l'Union soviétique. Il s'est noué en 1996, véritablement, lorsque Primakov devient ministre des Affaires étrangères, et qu'au fond, à la ligne qui a commencé avec la fin de l'URSS, nous sommes avec l'Occident, on veut aller en Europe, etc., a succédé la ligne Primakov. Le monde n'est pas unipolaire, il ne tourne pas entièrement autour de l'Occident. Regardons de l'autre côté, il y a peut-être aussi une place à trouver pour la Russie, et c'est depuis ce moment-là, je dirais que la Russie a choisi non pas de se tourner vers la Chine, elle l'a fait progressivement. Mais dès que Poutine a été élu en 2000, il s'est précipité en Chine. Le traité russo-chinois a été signé l'année suivante. En 2004, il y est retourné. C'est-à-dire qu'il a senti qu'il y avait quelque chose à faire. En fait, si vous voulez, Poutine a compris très tôt. Et là, il a été, je dirais, l'élève. Et c'est la période où Poutine a vraiment une pensée politique. Il a été l'élève ou le suiviste de Primakov, qui était un orientaliste avant d'être ministre des Affaires étrangères. Et il a considéré que la Russie devait avoir une politique équilibrée dans un monde qui était en train... Il voyait très bien que le monde allait glisser vers l'Asie. Mais aujourd'hui, après la guerre d'Ukraine, avec la situation actuelle de la Russie, est-ce que la Russie risque d'être la grande perdante? Certains pensent même qu'elle peut être en partie, à la fin, dépecée par la Chine. Dépecée, c'est peut-être pas ça exactement, parce que les deux pays ont, d'une certaine façon, ils ont des relations inégales. La Chine elle est plus peuplée. La Russie a un territoire immense, avec des ressources immenses, et notamment cette Sibérie, je dirais, qui est cet Extrême-Orient russe qui intéresse la Chine. Il n'y a pas de doute là-dessus, les Russes en ont conscience. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle, cher Darius, quand la Russie s'est engagée dans ce dialogue avec la Chine, dès les années 2000, elle a cherché à avoir un troisième partenaire dans ce jeu. Ne l'oubliez pas. Elle a voulu arrimer le Japon, avoir d'abord le trio Chine, Japon, Russie, en se disant que ça permettrait d'être plus équilibré. Ça n'a pas marché parce que le Japon voulait qu'on lui rende ses îles et que toutes les... Mais il y a même eu, je dirais, toute une discussion pendant des années sur le pipeline qui reliait les ressources pétrolières de la Russie, de Sibérie, ou à la Chine ou au Japon. Et la Russie a hésité entre les deux. Après le Japon, la Russie s'est dit que l'Inde pourrait faire l'affaire, qu'elle pourrait être le troisième larron. Alors, c'est vrai que c'est déséquilibré, parce que l'Inde, elle joue son propre rôle. Avec le Japon, ça n'a pas marché. Mais tout de même, grâce à la Chine, ne l'oubliez pas, la Russie est un des parrains du groupe de Shanghai, c'est-à-dire que ça fait de la Russie un pays asiatique, un vrai pays asiatique. Hein. Elle est reconnue comme l'un des membres de cet ensemble. Elle a les BRICS derrière elle, c'est-à-dire que malgré tout, grâce à la Chine, elle a une certaine position. Et alors je voudrais vous dire quelque chose pour que ça soit clair. Au fond, la Russie a compris que le monde ayant glissé vers l'Asie, et elle étant un pays à cheval entre l'Europe et l'Asie, au fond, elle est l'Eurasie. Il faut faire attention au vocabulaire des gens. Poutine n'a jamais dit la Russie est un pays eurasien. Son vocabulaire, c'est un pays eurasiatique, c'est-à-dire c'est un pays géographiquement d'Asie, mais culturellement non asiatique. Et ça, c'est fondamental. Est-ce que nous assistons à un nouveau monde? Quand la Chine le revendique, c'est évidemment de son point de vue à elle, mais si on se déplace d'un point de vue objectif, regardons la carte, où on voit un certain nombre de voix en Amérique latine, c'est notamment la tournée de Lavrov actuellement, en Afrique, en Asie, où des pays prennent des positions assez proches de la Chine, assez proches de la Russie. On a vu l'exemple de Lula. Est-ce qu'on est en train d'assister à un basculement? Nous assistons à un basculement géopolitique. C'est la grande révolution géopolitique. En fait, le monde a été occidental, concentré autour du monde occidental pendant longtemps.
Alors, est-ce qu'il a été occidental ou est-ce qu'il y a eu le moment occidental ? Je crois qu'on se rend compte qu'il y a eu le moment occidental. Pardon, il y a une part quand même subjective. Est-ce que ça vous fait mal ? J'évoquais tout à l'heure, 21 avril, la naissance de Rome. Notre culture, si j'ose dire, c'est la Grèce antique, la Rome antique, le port du Pirée qui est maintenant racheté par la Chine en partie. C'est les routes de la soie. Port du Pirée. Oui. Est-ce que c'est une souffrance pour vous ? Non, je regarde les choses. Écoutez, je ne fais pas une affaire personnelle de l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Je trouve qu'il faut être objectif. Nous assistons à la fin du moment occidental, et le problème, et ça vous évoquiez le président Macron se dit comment, dans cette fin du moment occidental, continuer à exister. Et il a parfaitement raison. Mais attendez, vous me demandez ce que je ressens. Je regarde, c'est pas moi, c'est pas parce que je pleurnicherai ou que je vous dirai « Ah, cher Darius, comme c'est triste », que ça changera quelque chose. L'histoire tourne, elle tourne, il est clair que le monde a basculé non seulement vers l'Asie, mais au fond vers ces pays, c'est tout ce monde qu'on a appelé le tiers-monde autrefois, qu'on a appelé le monde émergent, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, ou tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des pays qui ont été un peu en dehors de l'histoire, à qui nous avons, qui ont d'abord regardé vers nous, on a eu des rapports compliqués, mais nous avons toujours cru que nous détenions la vérité. Il n'y a pas qu'une vérité en histoire. Il n'y a pas, je veux dire, non, mais je crois que tout de même, il faut voir les choses comme elles sont. On ne va pas pleurer là-dessus. Il faut savoir simplement comment on organise la vie, la survie du monde occidental, dans ce monde qui est transformé, et notamment avec la Chine. Vous avez évoqué le port du Pirée, etc., c'est-à-dire les routes de la soie qui recouvrent d'une espèce de toile tout le monde occidental. C'est ça. Bon, il faut survivre là-dedans, et le problème, c'est d'abord de les comprendre. C'est de comprendre une chose, mon cher Darius, c'est que nous ne pouvons pas continuer à considérer qu'il n'y a qu'une vérité, qu'un mode de vie, qu'une manière de voir le monde. Chacun a la sienne. Il y a sans doute... Je pense que reconnaître les autres cultures, c'est fondamental. Mais cependant, il y a bien une seule démocratie. Et on voit bien que là, on ne parle pas de régime démocratique, que ce soit la Chine, la Russie, un certain nombre de pays africains qui disent, on avait un président africain il n'y a pas longtemps, le modèle chinois, ça nous va, c'est-à-dire prospérité, et puis pour la démocratie politique, on s'en fiche un peu. Pardon, vous comprenez que pour beaucoup d'Occidentaux, c'est évidemment une tristesse. Mais oui, mais pourquoi considérez-vous qu'ils sont obligés d'adopter notre modèle? Écoutez, je crois tout de même, quand on regarde l'histoire de l'humanité, tout le monde n'a pas toujours copié tout le monde. C'est une idée, je dirais, du 19e siècle, que nous détenons la vérité, particulièrement en France. On pense que c'est l'héritage de la Révolution française, tout le monde va suivre, etc. Ces pays se tournent vers leur civilisation, vers leur culture, vers ce à quoi ils ont cru. Et ils considèrent qu'avec ça, ils vont construire le monde dans lequel ils vont vivre, dans la prospérité. Ce avec quoi ils sont d'accord avec nous, c'est sur le fait qu'il faut être prospère, qu'il faut se moderniser. Voilà, c'est ce qu'ils cherchent. Vous avez écrit des livres très importants sur Lénine, par exemple. Vous avez été parmi les premières historiennes à montrer à quel point l'extrême violence dans le régime soviétique était là. Lénine qui dit sans arrêt fusiller, une obsession de tuer, massacrer, fusiller. Déjà, c'est pas seulement Staline, c'est déjà Lénine avant lui, n'est-ce pas? Oui, mais c'était une extrême violence, mais ça fait partie, je dirais, d'une longue histoire russe aussi. Et une histoire qui a été extraordinairement difficile, qui a été une histoire... ça tient aussi à l'espace russe. Dans toute histoire, il faut regarder dans quel cadre elle se déroule. La Russie est un espace immense et qui a été toujours, je dirais, partagé entre la peur des invasions et l'idée que pour éviter les invasions, il faut repousser les autres. Dès lors que vous utilisez la violence, je dirais, dans les relations avec autrui, vous l'utilisez aussi à l'intérieur. Il y a une sorte de tentation. De quel œil vous écoutez, de quelle oreille vous avez entendu cette déclaration étonnante de Louchaï quand il dit « il est toujours communiste » et entre ce régime, l'extrême violence du léninisme qui est devenu le stalinisme, etc., jusqu'à aujourd'hui ce régime ultra-capitaliste qui adore l'argent, mais qui revendique la force. C'est le modèle que... clairement, Deng Xiaoping était moins radical sur ce plan. Il y a un retour en arrière. Il avait choisi véritablement la modernisation sans, je dirais, appuyer sur l'aspect communiste. Xi Jinping, clairement, a choisi un modèle politique qui est le modèle communiste. Ça, je dirais, c'est leur choix.
Que l'on comprenne bien votre pensée, vous disiez il y a un moment occidental qui est en train de finir. Oui. C'est un constat fort. Et ça, c'est pas drôle à penser, mais bon. Est-ce que vous pensez même que le moment démocratique peut être en train de finir? C'est-à-dire que la démocratie qui a peut-être été inventée 5 siècles avant Jésus-Christ, elle finira aussi? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense que ça dépend largement de notre capacité à faire face à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, à ce qui se joue chez nous. C'est-à-dire notre degré de compréhension à l'égard de ce qui se joue dans le reste du monde. Vous avez cité Lénine tout à l'heure. Moi, j'aime citer un propos de Lénine que je trouve remarquable. Il parle des peuples qui sont entrés sur la scène de l'histoire ou installés sur la scène de l'histoire. Ben, voilà, ces peuples sont là. Et par conséquent, si nous prenons en considération leur volonté, si nous les respectons, il est possible que nous puissions nous sauver nous-mêmes, de trouver notre place. Mais je pense que c'est ça l'important, et je reviens à cette phrase, les autres ne pensent pas comme nous. Tant qu'on n'aura pas compris ça, Darius, on comprend bien que nous serons balayés. La démocratie est très lointaine en Chine apparemment. Est-ce qu'en Russie, cependant, les ferments existent? Demain, nous recevrons l'épouse de Vladimir Karamurza. Il a été condamné, opposant Vladimir Poutine, à 25 ans de prison pour opposition politique. Non, mais je voudrais vous dire autre chose, là, justement. Le problème de la Russie, il est aussi ailleurs. Et il est dans un problème du destin de la Russie. Toute l'histoire de la Russie est une histoire qui a été tournée vers l'Europe. Je dirais, sauf la période mongole, que la Russie n'a pas choisie, qui lui a été imposée par l'envahisseur, la Russie s'est considérée comme un pays européen. Et il est clair que pour la Russie et pour les Russes, il ne faut pas s'y tromper, c'est un drame d'être arraché à l'Europe, d'être poussé, devenir, si vous voulez, les petits frères des Chinois, ça n'est pas le rêve des Russes. Et pas seulement des Russes. Si on va plus loin, regardez le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. C'est un homme, je dirais, c'est un Mongol en fait. Bon, Sergueï Shoïgu, il n'a aucune envie de devenir chinois. Parce que précisément, il sait que son peuple ne sera plus un égal sous les Chinois. Est-ce que ça peut être là? Pour eux, c'est pas un cadeau. C'est plus compliqué que ça, la cohabitation. Est-ce que ça peut être là un ferment d'échec pour Vladimir Poutine, c'est-à-dire la Russie qui ne regarderait que vers l'Asie? Ça n'est pas possible. Mais c'est pas son destin. Et pour les Russes, ça n'est pas leur destin. C'est bien pour ça que je pense qu'il y a un moment où la Russie ne pourra pas accepter d'être arrachée à l'Europe. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre. La politique, et je dirais la pesanteur de la géopolitique, fait que Poutine a joué cette carte. Et joué la carte, je dirais, de l'alliance avec des pays, ce ne sont pas des alliances même, parce que ce ne sont pas des alliés, de la cohabitation avec les pays d'Asie, c'était son intérêt. Mais en même temps, se placer complètement, glisser vers l'Asie et tourner le dos à l'Europe, c'est une tragédie pour la Russie. Et ça n'est pas pensable. Ça n'est pas... Toute l'histoire de la Russie va contre. Et on peut dire que c'est là-dessus que l'avenir va se jouer. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Et on ne le comprend pas. Votre regard d'historienne sur ces révélations de nos confrères et consoeurs du Monde, c'est une enquête signée Le Monde, mais aussi le Spiegel en Allemagne, on comprend un peu plus le degré de l'espionnage russe en France, avec ce boulat Yann Borisov qui dirigeait la course automobile, une course automobile importante. Les documentaires obtenus par le Spiegel et Le Monde montrent qu'il avait une très grande activité d'agent de haut vol au service du Kremlin, renseignant Shoïgu, le ministre de la Défense que vous citiez tout à l'heure. Il y a beaucoup de communications qui ont été faites à son égard. On voit à quel point, et là c'est une très grande tradition soviétique puis russe, ils investissent dans l'espionnage de façon tout à fait massive. Il n'y a pas que les Russes. L'espionnage, ça fait partie, je dirais, des relations internationales. Bon, ils sont peut-être... Je ne suis pas sûr qu'ils soient très, très bons encore. Ils ont su faire très bien, ils ont été forts. Bon, on a tous lu John le Carré, mais précisément, je crois que les espions russes, c'est plus les espions de John le Carré. Ils l'ont montré avec leur incompréhension de ce qui se passait en Ukraine. C'est donc le témoignage d'un certain déclin, même des capacités que ce pays avait su développer. Mais cela dit, ne soyons pas naïfs. Tout le monde fait de l'espionnage à la mesure de ses moyens.
Est-ce qu'il y a une dégradation de l'État poutinien? On va revenir dans quelques instants à l'erreur qu'ils ont commise à Belgorod en se bombardant eux-mêmes, en lâchant une bombe, c'est leur expression, une tombée anormale d'une bombe. Alors les images tout à l'heure, ce cratère immense. L'armée russe a montré tellement de ratages de ce genre-là, d'erreurs. Vous le dites vous-même en matière d'espionnage aussi, malgré ces tentatives d'entrisme très importantes, ils sont plutôt en train de baisser en qualité. Ils sont désorganisés, ça c'est tout à fait clair. Depuis un an, c'est ce que nous voyons, nous assistons avec un grand étonnement, je dirais, à la fin de toutes nos certitudes. On croyait que c'était une puissance militaire absolument terrifiante. On s'aperçoit que l'armée est parfaitement désorganisée. Moi, j'avais lu avec attention tout ce qu'on avait écrit sur la réforme militaire de 2008. Je me suis dit, qu'est-ce qui nous prépare? On s'aperçoit que la réforme militaire, elle n'a rien donné du tout. Ils n'ont pas compris ce qu'était l'Ukraine et comment elle avait évolué. Ils ne sont même pas aperçus que les Ukrainiens étaient entraînés militairement depuis 2008 par les Américains et les Anglais. Vous m'avouerez que pour des gens qui ont un grand service d'espionnage, c'est pas très réussi. Ça montre incontestablement une désorganisation. Et je vous rappelle quelque chose que vous connaissez l'histoire, vous, Darius. Et par conséquent, vous le savez comme moi, que la Russie, en général, son système politique se détruit au moment des défaites. La défaite devant le Japon en 1904, ça a été radical, ça a été la révolution de 1905, et l'Empire n'a plus été ce qu'il était, il a commencé à trembler sur ses bases. La Première Guerre mondiale, Lénine l'avait très bien compris. Quand la guerre éclate, qu'est-ce que Lénine, qui pensait ne pas arriver à faire la révolution, il s'est dit, la guerre, je vais jouer la défaite de la Russie, et de là sortir à la Révolution. Et il l'a joué, et il a trouvé de l'argent chez les Allemands d'ailleurs pour financer ses projets, et incontestablement, la défaite a entraîné la Révolution. Est-ce que ça peut se produire cette fois? Est-ce que la défaite, selon vous, entraînera la chute de Poutine? C'est de la défaite, en général, véritablement par l'effondrement du système. Je dirais que la Russie... Je reviens sur quelque chose une idée qui m'est chère, c'est que tout de même, l'espace russe, et il n'y a pas que moi qui l'ai dit, Solzhenitsyn l'a très bien dit, l'espace russe est une donnée fondamentale. C'est-à-dire que dans cet espace, on fait plus difficilement des révolutions, des grands mouvements, que dans un petit espace comme la France. Bon, le résultat de ça, c'est qu'il faut un grand ébranlement. Et ce sont les défaites. Parce que la guerre, la démonstration que l'État n'est plus capable de faire face, ça fait, je dirais, bouillir toutes les énergies et exploser le système. Et il est tout à fait clair que Bon, je ne fais aucune prédiction, mais on voit très bien que le pouvoir russe n'est pas très, très à l'aise. Quand on voit que M. Prigojine, dans lequel je n'ai aucune espèce d'estime, enfin qu'il dit il faut en finir avec cette guerre, il est temps d'arrêter. Bon, j'ai entendu dire ah oui, mais ça doit être pour Poutine qu'il parle. Je ne pense pas du tout. Je pense que s'il le dit, c'est parce qu'il le pense, c'est parce qu'il voit qu'il y a peut-être une carte à jouer. On voit très bien qu'il y a le système va se fissurer, c'est évident. À moins qu'il se reprenne, et on ne voit pas très bien comment il se reprendrait, eh bien, le problème du pouvoir est posé, le problème du système politique est posé. Sur la survie de ces grands fantômes que sont Mao et Staline, combien de morts, combien de millions de morts s'il fallait les cumuler? C'est effrayant. Mais, mon cher ami, je voudrais vous rappeler quelque chose. Le monde occidental a fermé les yeux joyeusement là-dessus. N'oubliez pas que le procès de Nuremberg, que nous évoquons allègrement comme l'ancêtre je dirais même de la mise en accusation de Poutine aujourd'hui, au procès de Nuremberg, l'un des 5 procureurs, c'était Wyszynski, qui représentait un pays qui avait signé avec Hitler le pacte germano-soviétique en 1939. Et lui-même couvert de tant de sang. Qui permettait de dépecer la Pologne. Qu'est-ce que c'était? C'était vraiment un crime. Et qui représentait un pays dont tout le monde savait que c'était le pays du goulag. On savait tout ce qu'ils avaient fait. Bon, et ça n'a pas empêché qu'on a siégé à côté de lui tout à fait allègrement et on a fermé les yeux. C'est ça le problème véritable. Est-ce que nous payons encore cette sorte de cécité? Vous rappelez très justement l'époque où les Occidentaux... Une cécité volontaire. Volontaire. Appelé Staline Oncle Joe, où il y avait une sorte de popularité de Staline, si grand criminel. Ensuite, tous les sympathisants du communisme qui ont nié ce que disaient les dissidents, les opposants, etc. Est-ce qu'il y a là un poids du sang encore aujourd'hui? Non, mais je voudrais dire d'abord que si Staline avait perdu la guerre, son aura
aurait disparu. C'est parce qu'il l'a gagné qu'il est resté un héros très longtemps, et ça contribue au fond à ce que Poutine puisse reprendre la mémoire de Staline et qu'un certain nombre de gens... Parce que malgré tout, nous avons contribué, je dirais, à la gloire de la mémoire de Staline. N'oubliez pas qu'en 1900, lorsque on a célébré parce que c'est célébré en Union soviétique les 70 ans de Staline, le monde entier s'est extasié sur ces 70 ans, etc. Bon, il se trouve qu'il a été déboulonné par ses compatriotes. Il a été déboulonné par le rapport Khrouchtchev. Pas par nous, pas par l'Occident. C'est pas nous qui avons ouvert les yeux. Il a bien fallu admettre qu'il avait fait que ça ne pouvait pas durer. Mais il a été déboulonné et maintenant on sait que c'est un monstre. Mais c'est uniquement pour ça. Entre ces trois monstres que sont Hitler, Staline, Mao, est-ce que vous estimez qu'il y a une parenté au fond? Est-ce qu'ils se ressemblent pour vous? Il y a des montagnes de morts que nous avons regardées paisiblement s'accumuler. L'enthousiasme dont on a fait preuve au moment, je dirais, au moment chinois le plus terrible, où vous voyez les intellectuels coiffés de bonnets d'âne, des gamins qui battaient tout intellectuel, etc. Bon, on a regardé ça avec beaucoup d'intérêt. N'oubliez pas. Et Mao qui survit là maintenant en Chine, ce même Mao qui survit, il y a une forme de culte de Mao même qui renaît encore plus qu'avant. Mais oui, mais ça, je dirais les monstres ont des cultes. Et ils ont d'autant plus des cultes qu'ils ont été tout de même bénéficiaires pendant un moment d'une large popularité ou tout au moins de la complicité assez joyeuse du reste du monde. Alors après, tout d'un coup dire « Ah ben non, c'est des sales types, ils ont fait des choses épouvantables », c'est trop tard. C'est sur le champ qu'il ne faut pas être complice. Merci beaucoup Hélène Carré-Dancause d'avoir été notre invitée et on vous lira évidemment toujours avec beaucoup de profil. Merci beaucoup. Dans quelques instants avec Florence Occhielli et nos invités, nous revenons aux événements, notamment à l'affaire d'espionnage ici en France, révélée par Le Monde. À tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine.